Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin dans Smart Up et je vous emmène tout de suite en Tunisie parce que depuis quelques heures, les touristes sont à nouveau accueillis sur le sol tunisien dès le tarmac de l'aéroport avec sourire et bouquet de jasmin. Un des poumons économiques de la Tunisie bat à nouveau tout doucement le tourisme. C'est plus de 10% du PIB tunisien et 500 000 emplois concernés. L'année va être désastreuse après 3 mois d'arrêt, mais en Tunisie, on veut encore y croire et surtout on se retrousse les manches pour affronter la concurrence féroce des pays voisins. Mesures sanitaires extrêmement strictes ou limitation de 50% de la capacité d'accueil dans les hôtels. La stratégie tunisienne est limpide, rassurée pour attirer les touristes en Tunisie plutôt qu'en Grèce, en Espagne ou au Portugal et espérer faire repartir ce secteur vital pour le pays. Merci beaucoup à Victoria Grenier qui a illustré avec subtilité mon propos ce matin. Quel avenir pour l'immobilier de bureaux alors qu'entreprises et salariés ne jurent plus que par le télétravail? Décryptage avec Charles Boudet, directeur général de John Lang LaSalle. Gros plan également sur Birchbox. L'entreprise vient d'être achetée par son fondateur et fait un travail d'orfèvre grâce à la data. Et puis on parlera satellite et surtout mini-satellite en fin d'émission avec le fondateur d'Exotrail. Mais tout de suite les 4 chiffres qu'il faut retenir, c'est avec vous Olivia, bonjour. Bonjour Capucine, bonjour à tous. Développer un nouveau smartphone low cost en Inde grâce à un investissement de 4,5 milliards de dollars, c'est le nouveau projet de Google. La firme s'associe avec le groupe indien Reliance Industries. Objectif, faciliter l'accès à Internet aux Indiens. Il s'agira d'un téléphone 4G, éventuellement 5G, accessible pour une fraction du coût actuel. Une menace potentielle pour les fournisseurs chinois tels que Xiaomi et BBK électronique. Ceux-ci dominent actuellement un marché de 2 milliards de dollars pour les smartphones de moins de 100 $ en Inde. Et on file en Malaisie avec la montée en flèche des actions d'un fabricant de gants dans ce pays. Exactement, Capucine. En moins de 4 mois, les actions de Supermax, un fabricant malaisien de gants, ont bondi de 1000%. Un résultat de la pandémie qui continue d'alimenter les ventes de vêtements de protection. L'entreprise a vendu 4 mois d'inventaire en moins de 6 semaines et elle a construit 3 nouvelles usines pour répondre à la demande. Ces gains en valeur sont comparables au constructeur automobile Tesla qui a vu le cours de ses actions plus que triplé au cours de la même période. Et on continue avec une mauvaise nouvelle pour le constructeur automobile Renault en France. Ce sont les plus mauvais résultats enregistrés depuis 2009, moins 34,9%. Les ventes de Renault ont chuté au premier semestre 2020 en raison de la crise sanitaire. Le volume est tombé à 1 256 658 véhicules. Renault explique ces résultats par sa forte exposition aux pays ayant subi un strict confinement. Et puis un petit tour dans les Caraïbes pour terminer. Il n'y a rien de tel que de se réveiller et de voir le soleil. C'est une déclaration de la première ministre de la Barbade, Mia Mottley. Pour les millions de travailleurs coincés chez eux à cause du coronavirus, l'idée de déménager sur une île des Caraïbes pendant 1 an est un rêve, mais cela pourrait devenir une réalité. En effet, la Barbade prévoit d'introduire un visa de 12 mois qui permettrait à quiconque de faire du télétravail sur son territoire. Le programme, connu sous le nom de Barbados Welcome Stamp, devrait être lancé en août et sera ouvert à toute personne gagnant plus de 50 000 $. Le programme est conçu pour fournir un coup de pouce indispensable au tourisme de l'île, dont l'économie a beaucoup souffert du Covid-19. Merci pour cette info qui me donne beaucoup d'idées. On se voit demain, Olivia, et tout de suite on enchaîne avec Smart Leader, Charles Boudet. Charles Boudet, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je le disais, vous êtes le directeur général de John Lang LaSalle France. Votre entreprise, elle suit de bout en bout les projets immobiliers de vos clients, depuis la recherche d'espace jusqu'à la transformation et ensuite l'aménagement. Quelques chiffres pour bien comprendre l'ampleur de cette entreprise. Chiffre d'affaires monde de 18 milliards d'euros en 2019, 93 000 collaborateurs dans le monde, dont 1000 en France. Et donc un chiffre d'affaires France qui tourne autour de 400 millions en France. Le bureau, Charles Boudet, est-ce que les salariés vont un jour, selon vous, y retourner, 1, massivement, 2, sereinement?
Je crois qu'il va de toute façon falloir trouver une solution d'équilibre pour qu'ils puissent y retourner. Vous savez, la fonction primordiale d'une entreprise, c'est quand même d'animer une communauté et de l'amener à faire porter un projet et des valeurs. Et pour ça, il faut des lieux de rencontre, des endroits où on peut se retrouver, des endroits où on peut échanger, des endroits où on travaille ensemble pour le bien collectif et dans la direction justement du projet d'entreprise. Et dans l'entreprise, ces endroits-là, ça s'appelle le bureau. Alors il est sûr qu'on traverse un moment où on redéfinit un peu les fondamentaux finalement de ce qu'est le bureau et quelle doit être sa fonction dans l'entreprise. Et c'est ça qui est passionnant dans le moment actuel qu'on vit. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur cette date. On est aujourd'hui le 21 juillet 2020. On est dans un entre-deux où on a commencé à faire revenir les salariés au bureau. Et là, aujourd'hui, on leur dit stop, mettez des masques et reprenez un peu le télétravail. C'est un peu le casse-tête pour les entreprises. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous ? Je crois qu'aujourd'hui, chaque chef d'entreprise vit à la vitesse et l'évolution finalement de la pandémie elle-même et des contraintes sanitaires qu'elle donne. Ça n'a quelque part rien à voir avec l'ambition qu'on voudrait avoir du bureau lui-même. Moi-même, en tant que chef d'entreprise de JLL, après... si vous voulez, on a réouvert nos bureaux dès le 11 mai et au début, on avait une approche très, on incitait les gens vraiment à travailler depuis la maison et puis on s'est aperçu que finalement, il y avait une forme de déperdition dans l'esprit collectif. À un moment où il faut tous se retrousser les manches, il a fallu faire un effort quelque part pour remettre les priorités au bon endroit, entre guillemets. Et donc là, on a vu quand même beaucoup plus de personnes revenir au bureau. Mais je crois que ce qui est important, c'est comment est-ce que chaque chef d'entreprise, dans un monde où il aura plus de collaborateurs qui vont travailler de la maison, qui vont travailler peut-être dans des espaces de coworking, qui vont venir au siège ou dans des satellites, comment est-ce qu'il va réussir à animer cette communauté et qu'est-ce qu'il veut faire finalement de son espace de bureau ? Est-ce que c'est simplement un espace de rencontre avec ses clients ? Est-ce que c'est un endroit où il y a une forme d'événementiel pour faire vivre la culture ? Alors justement, qu'est-ce que vous voyez poindre ? Quelles sont les tendances ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Quelles sont les demandes des chefs d'entreprise d'aujourd'hui ? Et puis la question, elle est toute simple. Avec l'explosion du télétravail, c'est quand même tout un pan de votre activité qui s'effondre pour vous. Alors, je suis un petit peu plus mesuré sur l'explosion du télétravail. Aujourd'hui, on a un moment dans le temps où les normes sanitaires font il vaut mieux être à la maison dès qu'on peut. D'accord ? Encore une fois, moi je pense qu'il y a un équilibre qui va se trouver où il y aura plus de télétravail puisqu'on a vu tout un tas de qualités, des limites, mais aussi tout un tas de qualités dans cette nouvelle façon de travailler et une mutation finalement du bureau vers qui aura des espaces plus collaboratifs où à mon avis le bureau fermé c'est quelque chose du passé par exemple où il y aura des lieux de rencontre et peut-être des lieux d'animation un peu plus forts. Donc des choses vraiment concrètes qui donnent finalement au bureau, comment dire, quelque part on ira au bureau par envie et plus par obligation. Alors quelles sont les demandes de vos clients ? Est-ce que vous voyez émerger des demandes très particulières ? Parlez-nous-en. Et comment est-ce que vous y répondez ? Est-ce que vous avez la capacité d'être suffisamment réactif ? Je crois que la première demande de nos clients, elle est de considérer l'immobilier plus simplement comme de l'immobilier, mais comme un vrai projet d'entreprise. On voit bien que, et ça c'est quelque chose qui à mon sens est rassurant, on voit bien que l'immobilier est venu enfin en haut de la pile du directeur général, alors qu'avant c'était peut-être géré par d'autres services où c'était vu un peu comme une commodité. Donc ça nous oblige, nous, dans notre métier, à aussi se réinventer. Nous sommes agréés organismes de formation pour accompagner le changement des collaborateurs dans les nouvelles manières de travailler. Nous avons investi lourdement dans la technologie avec une entité qui s'appelle JLL Technologies, justement pour donner des solutions technologiques, parce qu'activer ces nouveaux mètres carrés va être beaucoup plus compliqué qu'avant, quand on était assis en batterie, si vous voulez, dans des open space. On a rassemblé l'ensemble de nos compétences design, c'est 350 personnes en Europe autour d'un studio parce qu'on voit bien que le parcours et l'expérience de chaque collaborateur ne sera pas simplement lié à une connaissance marché, chose pour laquelle on venait nous voir avant, mais vraiment sur un projet d'entreprise pour défendre le projet et les valeurs du directeur général. Qu'est-ce que vous voyez ? Je repose ma question. Qu'est-ce que vous voyez plein ? Est-ce que vous avez davantage de demandes pour des projets précis ? Et est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez qui ont été purement et simplement annulés à cause de la crise, ce qui peut paraître normal ? Oui, non, mais la demande placée a baissé de 40% au premier semestre, donc on voit bien qu'il y a moins de projets qu'il y avait à la même période l'an dernier, c'est un fait.
les entreprises, aujourd'hui, sont en phase de réflexion. Et elles interrogent beaucoup leurs collaborateurs pour voir le vécu, justement, de la période de confinement, pour voir les attentes en termes de télétravail et les attentes en termes du rôle de bureau. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de mouvements à partir du Q4 de cette année et qui vont s'étendre, si vous voulez, sur l'année prochaine, avec des demandes beaucoup plus concrètes. Mais aujourd'hui, nous accompagnons énormément d'entreprises pour définir leur projet, quel est l'immobilier, quelle est l'empreinte, et évidemment pour générer des économies à court terme, puisqu'aujourd'hui, cash is king, entre guillemets. Donc ça veut dire que l'immobilier de bureau, demain, il va intégrer cette thématique, cette notion de télétravail. Donc vous travaillez sur des projets qui sont un peu hybrides, télétravail et je vais au bureau ? Qui sont complètement hybrides, et on voit bien... Tout en incluant l'incidence psychologique du télétravail, qui peut être un peu néfaste. Je crois vous le savez bien. Je sais bien, et tout en incluant, je dirais, c'est vraiment l'immobilier qui devient un outil de management, tout comme la gestion des hommes, tout comme certains des outils digitaux. Vous voyez, on est en train un outil aussi peut-être pour attirer les talents également ? Un outil pour attirer les talents, évidemment, et on va aller vraiment vers, je dirais, pas certainement un peu moins de mètres carrés, mais du mieux de mètres carrés, justement pour pouvoir attirer les meilleurs et avoir surtout un projet immobilier qui correspond à son projet d'entreprise. Est-ce que vous replacez la santé au cœur du projet immobilier ? Oui, c'est clair. Aujourd'hui, ça, c'est un des vrais grands changements par rapport à la période pré-Covid. Nous nous sommes d'ailleurs associés au CNEH, qui est le Centre national d'expertise hospitalière, pour acquérir, si vous voulez, un certain nombre de compétences que nous n'avions pas forcément au sein de nos équipes, pour accompagner les entreprises à la fois pour retourner au bureau et respecter la distanciation sociale et toutes les normes sanitaires qui sont en vigueur, mais aussi alors qu'elles repensent et elles réinventent leur immobilier du futur pour prendre en compte cette dimension-là. Alors, on entend partout que la PropTech va littéralement révolutionner le marché immobilier. La PropTech, c'est la transformation de l'immobilier grâce au digital. Est-ce que vous vous considérez comme un acteur de la PropTech ? Et comment est-ce que vous utilisez cette énergie et les masses d'investissement qui sont faites dans ce domaine-là ? Il y a de ça 36 mois, nous avons pris un virage vraiment structurel chez JLL en créant une entité qui s'appelle JLL Technologies, qui inclut à la fois un fonds d'investissement qui s'appelle Spark, qui investit avec une enveloppe de 100 millions de dollars d'investissement directement dans les PropTech, et ensuite en regroupant l'ensemble de nos compétences technologiques pour développer et commercialiser des produits digitaux. D'accord ? Donc ça vit aujourd'hui, et on sent un véritable essor autour de toutes ces activités-là dans la demande de nos clients. Pour vous donner juste quelques exemples, on a investi dans une société qui s'appelle VergeSense, qui fait des capteurs spatiaux pour mieux monitorer la data et les éléments à l'intérieur des bureaux. À l'époque, ou si vous voulez, avant, c'était utilisé pour voir quels sont les espaces du bureau que j'utilise pas beaucoup pour les optimiser. Aujourd'hui, c'est aussi utilisé pour voir ceux qui sont trop densément utilisés et où la distanciation n'est pas forcément bien respectée. Donc, tous ces éléments technologiques vraiment sont accélérés, si vous voulez, par ce qu'on voit. Et quand vous avez des équipes à manager, certaines qui sont à la maison, certaines qui sont au bureau, vous voyez bien que vous avez besoin d'autres outils technologiques pour faire ça de manière efficace. On se souvient tous qu'au moment du confinement, on a mis tous un peu de temps avant de retrouver un bon niveau d'efficacité dans cette nouvelle norme. Bien sûr. Alors, dans ce marché de la PropTech, il y a un point important, c'est la data, le marché de la data, que vous exploitez de plus en plus, j'imagine. Pourquoi est-ce que la data devient incontournable dans un secteur comme le vôtre ? Comment est-ce que vous pouvez utiliser cette substantifique moelle ? La data ou l'intelligence artificielle, si vous voulez, à mon sens, n'a pas vocation à remplacer. On entend un peu des mythes et des réalités. Par contre, elle peut réellement augmenter les performances. Et notamment quand vous êtes dans un métier d'intermédiaire. Donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple. Nous avons lancé il y a 3 ou 4 ans un grand programme qu'on appelle Next,
qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui permet à nos agents commerciaux de travailler de manière structurellement différente de ce qu'ils faisaient avant. Donc en quoi ça consiste ? On a des grandes équipes data qui regroupent l'ensemble des données, 100% des données du marché. Et ce qui fait qu'un processus de recherche de bureau qui pouvait prendre 3 ou 4 mois auparavant peut prendre aujourd'hui 1 heure avec une expérience combinée entre la data que nous mettons à disposition de nos clients et nos experts qui, néanmoins, grâce à leur connaissance intime du marché, aident et orientent dans la prise de décision. Le bureau connecté sur lequel vous travaillez, truffé d'intelligence artificielle, puisque vous venez d'en parler, il va ressembler à quoi ? Ça va être, si vous voulez, un bureau qui va faire évoluer les frontières entre les différents acteurs du bureau, un peu pour le bien commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un propriétaire qui s'occupe de gérer les murs, vous avez un locataire qui s'occupe de gérer l'espace dans lequel il est, et puis tout le monde réinvente tout à chaque moment du process, si vous voulez, immobilier, un peu au détriment de la planète. Et aujourd'hui, arriver à connecter ces choses entre elles, en tirer plus de data, pouvoir l'analyser et quelque part faire en sorte qu'on travaille de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus directe, c'est un peu ça ce que nous propose finalement l'immeuble connecté. Mais ce qui est intéressant dans cette initiative-là, c'est qu'elle demande à chacun un vrai dépassement de fonction quelque part et la compréhension que l'enjeu de l'environnement est colossal. Vous savez, dans l'immobilier représente 30% des émissions de CO2 à travers la construction, la gestion et l'utilisation des immeubles et représente en France 70% des déchets. Donc là, je crois que les médias en parlent peut-être pas assez, mais moi, il me semble que dans notre industrie, on a une véritable responsabilité autour de ce sujet-là. Et en tout cas, c'est un vrai sujet qu'on prend à bras-le-corps chez JLL et qu'on veut embrasser. Et on veut vraiment impacter chacun des mètres carrés. Et c'est 40 millions en France, par exemple, sur lesquels on intervient chaque année. Merci beaucoup, Charles Boudet. Je rappelle que vous êtes le directeur général de John Lang LaSalle France. Merci d'être venu. On enchaîne tout de suite avec Smart Tomorrow, Justine Hutto. Merci. Smart Tomorrow avec Quentin Régros-Belay, cofondateur de Birchbox. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Justine Hutto, cofondatrice de la marque Respire. Bonjour. On est ravis que vous soyez avec nous sur ce plateau, Justine. Justine, on va parler du cas d'école Respire, parce que vous êtes passée par là. La question, c'est comment est-ce qu'on se fait connaître quand on est une toute petite entreprise, une toute petite start-up, qu'on a peu de moyens? Comment on fait? Alors, justement, je trouvais que c'était un super sujet, parce que Respire, on a 1 an. Aujourd'hui, on a vendu plus de 1 million de produits. On est distribué dans 1000 points de vente. On a 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et alors, comment on fait pour se faire connaître en si peu de temps et avec si peu de moyens? Parce qu'il faut le redire, on est une très jeune marque, on est une toute petite équipe et surtout, on a dépensé 0 € en marketing sur notre première année. Aujourd'hui, on commence à mettre un petit peu d'argent en acquisition, en PLV, parce que bon, il faut bien essayer d'aller un peu plus loin. Mais surtout, la première année, 0 € en marketing. Alors, comment on a fait? Tout d'abord, c'est de raconter une histoire qui est authentique et vraie. Il ne faut pas avoir peur de raconter son histoire, raconter l'origine de la marque, finalement, d'où elle vient. En fait, les consommateurs aujourd'hui... Ce qui a compté, c'est que là, elle était très sincère quand même. Elle était très sincère. C'est une histoire sincère, en fait, parce que tout le monde, je pense, a une histoire sincère et sait expliquer d'où vient l'idée de créer une marque. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, c'était très sincère. C'était le déclic avec ma tumeur bénigne, avec l'envie de consommer mieux. Et aujourd'hui, en fait, les consommateurs ont envie de consommer mieux, mais ont surtout envie de mieux comprendre ce qu'ils consomment. Et pour ça, pour mieux comprendre, ils sont beaucoup plus intéressés à savoir qui se cache derrière une marque, comment sont faits les produits, où sont-ils faits, qu'est-ce qu'il y a dans les produits. Et finalement, ils sont beaucoup plus intéressés aujourd'hui à savoir ça que de savoir si 37% de mes cheveux vont être mieux hydratés ou pas. Enfin, c'est marrant, mais la consommation est complètement en train de changer. Donc, la clé aujourd'hui, c'est d'être authentique, vrai et surtout sincère et hyper humble. Ça, la deuxième clé, c'est la communauté. Évidemment, vous en avez une qui est Mouse Costaud. Comment est-ce que vous l'avez façonnée et comment est-ce que vous l'impliquez, cette communauté? Alors, c'est clair que la communauté, c'est le début. Le Respire, moi je dis tout le temps, c'est la clé, c'est la communauté. On la travaille, en fait, cette communauté, depuis le début. Elle est là sur les réseaux sociaux. Elle nous suit. Alors déjà, il faut savoir que la communauté était déjà présente avant même que je lance Respire dans ma passion pour le sport, pour la course à pied. Donc, j'ai toujours adoré partager sur les réseaux sociaux la course à pied,
pied, mes marathons, mes ultra-trails dans le désert. Et finalement, la communauté, elle s'est créée autour de passions communes, autour de valeurs communes. Et donc ça, c'est ce qui forge vraiment une communauté forte, engagée, avec les mêmes valeurs, les mêmes envies. Et ensuite, pour Respire, cette communauté, on l'a impliquée dès le début dans la co-création des produits, avant même de lancer Respire. Ça veut dire que vous lui posez des questions? Exactement, on fait venir la communauté. Qu'est-ce que vous voulez comme produit? Dans nos bureaux. Alors déjà, on leur demande ce qu'ils veulent comme produit. On les fait venir dans nos bureaux et on leur présente nos nouveaux produits. On leur demande leur avis, leurs conseils et on n'hésite pas à leur faire tester des parfums, des formes de packaging, des couleurs de packaging, la texture, la sensorialité, pour qu'ils nous donnent leur avis avant qu'on lance. Ça existait déjà, mais c'était les fameux panels consommateurs un peu tristounes. Exactement, mais aujourd'hui, ça se fait hyper facilement via les réseaux sociaux. On écrit à notre communauté, on leur demande est-ce que vous voulez venir nous voir, est-ce que vous voulez être au courant de nos nouveaux produits en avant-première, et ça crée vraiment une vraie force et une vraie relation avec cette communauté. Alors ensuite, une fois que la communauté, elle a testé nos produits, elle les a co-développés avec nous, et ben il y a ce qu'on appelle le User Generated Content, c'est-à-dire c'est le contenu qui va être créé par la communauté sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une vraie force pour une marque d'avoir sa communauté qui crée du contenu. Et comment ça marche? On l'incite en fait, la communauté. On lui propose déjà une expérience de unboxing, comme on appelle ça, où elle va recevoir la box avec les super beaux petits produits, un petit papier ensemencé avec des graines à planter pour faire grandir des fleurs ensemble aussi, et puis pour pouvoir en parler sur les réseaux sociaux, pour avoir envie d'en parler. Et bien sûr, cette communauté, elle va avoir envie de reposter sur les réseaux sociaux. Et au-delà de juste poster une photo d'un déodorant ou d'un shampoing solide qu'elle utilise, elle est complètement ambassadrice des valeurs de la marque et elle partage les valeurs de la marque. Donc vous n'êtes plus seul, vous êtes avec vos 100 millions d'abonnés. Exactement, c'est les plusieurs centaines de milliers d'abonnés qui finalement sont ambassadeurs de la marque et des valeurs de Respire. Et c'est comme ça qu'on les intègre complètement dans la stratégie Respire et puis dans l'évolution de Respire. En fait, la communauté a l'impression d'être là depuis le début et de faire grandir Respire avec nous. Le test des produits, c'est fondamental, vous en avez parlé, et c'est comme ça peut-être que vous vous êtes rencontrés. Birchbox, c'est aussi testé, c'est parce que c'est passé par des circuits de distribution aussi différents. Vous êtes dans les boutiques, Monoprix par exemple, mais vous êtes aussi dans des boîtes comme Birchbox. C'est très important. Exactement, c'est super important pour nous de pouvoir faire tester nos produits, déjà pour avoir des avis consommateurs, parce qu'en fait, il faut savoir que nous, on développe que des produits qui sont naturels, au-dessus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et en fait, dans la mentalité aujourd'hui, on peut se dire, des produits naturels, finalement, ils sont moins agréables à utiliser, on ne connaît pas vraiment la texture, est-ce que mes cheveux vont être aussi beaux avec un shampoing solide? Donc on a besoin de les faire tester pour aller convaincre les consommateurs que nos formules, elles sont super sensorielles, super agréables, et surtout pour se faire connaître et puis pour ensuite avoir derrière du rachat. Et clairement, c'est là que Quentin intervient avec Birchbox. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous raconte Justine? Je pense que c'est... Vous avez procédé de la même manière? Oui, c'est hyper intéressant dans ce que tu racontes, notamment dans l'importance de la transparence, de la proximité avec les clients, de pouvoir justement créer cette communauté dès le départ, c'est hyper important. Tu parles du test produit. Le test produit, c'est quand même l'élément marketing le plus efficace, pas depuis 10 ans, mais depuis 50 ans. Depuis 50 ans, les cosmétiques ont été construits sur le test cosmétique qu'on faisait en boutique. On allait voir la vendeuse et la vendeuse nous donnait des échantillons pour les tester et pour d'ailleurs mieux racheter. Ce que tu as fait, ce que nous on a fait chez Birchbox, on a essayé de le faire de manière beaucoup plus personnalisée, avec une expérience qui soit bien meilleure. Mais finalement, on reprend l'élément central qui est le test produit, qui est fondamental. Alors je rappelle pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, Birchbox, c'est donc cette boîte truffée de produits qu'on reçoit chaque mois. C'est un concept que vous avez lancé, vous, en 2011, sous le nom de Jolie Box. Ça a ensuite été modifié, parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements dans votre histoire, jusqu'à ce que finalement vous rachetiez Birchbox à ceux qui vous avaient racheté avant. Donc ça, c'était en janvier 2020, juste avant le confinement. Et donc vous êtes aujourd'hui le numéro 1 de l'e-commerce par abonnement. Pourquoi cette indépendance à tout prix? Et est-ce que vous allez avoir les reins assez solides tout seul? Alors, c'est une bonne question. En effet, ça a été une histoire assez incroyable du début. Ça remonte un petit peu, finalement. Oui, ça 9 ans. 9 ans. Je dis souvent 10 ans, mais ça fait 9 ans. C'était une histoire incroyable. On a eu aussi beaucoup d'aléas, beaucoup de chances qui sont arrivées. On a pendant 18 mois développé Jolie Box avec une vision justement autour du test produit qui nous paraissait intéressant. C'était vraiment les balbutiements de l'e-commerce et des cosmétiques. À l'époque, c'était très peu développé. On a fusionné avec Birchbox à l'époque où justement on avait réussi à créer ce pont entre le offline, la beauté restait à l'époque profondément offline, et nous le online. Et donc grâce au test produit, je pouvais enfin acheter un produit sur Internet sans risque, avec beaucoup plus d'expérience. Pendant 6 ans, on a développé le business en France et en Europe. Et à un moment donné, les États-Unis ont connu certains enjeux sur lesquels ils avaient du mal à répondre. Nous, on était un des
pure player numéro 1 sur la partie cosmétique, sur un marché qui était en croissance très forte, où justement la partie cosmétique et e-commerce commençait finalement à bien matcher. Et donc on a voulu prendre notre indépendance. Aujourd'hui, en termes de chiffres, Birchbox en France, c'est plus de 230 000 abonnés. Donc il y a 230 000 femmes qui reçoivent la box tous les mois pour découvrir les produits. On fait un peu moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est rentable, on a une rentabilité à 2 chiffres. Et donc justement, cette capacité à nous financer, à nous autofinancer pour pouvoir accélérer, parce que finalement, le boulevard sur la partie cosmétique digitale est absolument gigantesque. Il l'était avant le confinement, il l'est encore bien plus aujourd'hui. Alors 230 000 abonnés, comment est-ce que vous allez chercher les autres? Parce qu'il y a quand même, oui, vous parlez d'un boulevard, mais il y a 30 millions de Françaises. Bien sûr, 230 000 abonnés, c'est à la fois très important. On est le premier média par abonnement, on est le premier e-commerce par abonnement, et pourtant, si on compare à 30 millions de clientes, c'est finalement très peu. C'est pour ça qu'on est justement... Mais comment vous allez les chercher, les autres? Alors, à travers plein de choses. On est, comme Respire et comme Justine, ouais. le meilleur moyen, c'est le bouche à oreille. Quand une box arrive, c'est une surprise. Elle est personnalisée en fonction du profil de nos abonnés, mais c'est une surprise. Ouais. Donc quand les abonnés vont recevoir la box, elles vont découvrir les produits, elles vont être soit hyper contentes, soit interloquées, elles vont vouloir des explications, elles vont prendre des photos, elles vont créer du contenu qui va se retrouver sur Instagram, sur Pinterest, sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat. Et tout ça crée une caisse de résonance tellement énorme que ça va nous permettre aussi de pouvoir aller toucher des nouvelles clientes. Le début de chaque mois, il y a énormément, comme tu dis, de UGC, de User Generated Content, et c'est à ce moment-là où le taux d'abonnement est le plus important, puisqu'on va toucher beaucoup d'autres personnes. Et après, on va faire aussi appel à des différents modèles d'acquisition, qui vont être à la fois des acquisitions sur les réseaux sociaux, la télé, via des médias plus traditionnels. Mais aujourd'hui, on est vraiment qu'au début de Birchbox, ouais. 50% du chiffre d'affaires sur les box, 50% sur les achats online suite à l'envoi d'une box, donc c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est à peu près ça, exactement. Donc du coup, progressivement, l'objectif, c'est de pousser le curseur davantage sur le e-shop. Nous, notre objectif, c'est d'être la meilleure destination beauté online. Or, aujourd'hui, la beauté et le online a un taux de croissance très très important. Donc c'est clair qu'aujourd'hui la croissance se trouve surtout sur la partie e-commerce. On va grandir en termes d'abonnés, on a 230 000 abonnés, on vise 260 000 abonnés fin de l'année, mais clairement les ventes sur la partie, les ventes de produits grande taille sur notre site internet grossissent très fortement. La grande question, vous existez depuis 11 ans, c'est d'aller trouver des nouvelles marques à mettre dans vos box tous les mois. Vous avez fait plusieurs partenariats avec Respire, mais il n'y en a pas non plus... Alors, il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de marques cosmétiques sur le marché. Il y a plus de 3000 marques de cosmétiques qui se lancent. Donc en fait, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Et surtout, il y a une vraie révolution aujourd'hui, depuis 2-3 ans, où il y a énormément de nouvelles marques qui se lancent. Pourquoi ? Parce qu'en fait... Et une appétence pour ces nouvelles marques aussi. Exactement. Les clientes et les consommateurs, mais consommatrices aussi, veulent énormément rencontrer de nouvelles marques, de nouvelles techniques, de nouvelles types de relations avec la marque, et évidemment beaucoup de transparence, et surtout il n'y a plus de barrière à l'entrée. Il y a 20 ans, quand vous deviez lancer une marque, vous n'aviez pas d'autre choix d'aller soit faire de la pub en télé, soit de la pub en médias traditionnels. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de faire de la publicité, de faire connaître son produit à travers un panel de médias différents. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui se lancent, et ça crée justement une disparité de marques, et pour nous c'est génial, parce que ça nous permet justement de pouvoir faire découvrir des petites marques de niche qui viennent de Corée, Respire, des grandes marques très statutaires, très connues, qui sont vendues dans toutes les grandes pharmacies ou parfumeries. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'en fait, finalement, la cliente aujourd'hui, elle n'est plus attachée à une seule ou deux marques. Aujourd'hui, il y a plus de 12 produits, 12 marques différentes dans une salle de bain chez une femme. Alors qu'il y a 3 ans, c'était 7 produits. Ouais. Donc ça explose. Et puis surtout, j'imagine que vous avez une grande fidélité de la part des marques avec vous, puisqu'à chaque fois qu'on relance un nouveau produit, finalement, on va passer par ce panel de testeuses. C'est quand même incroyable de se dire qu'on peut mettre notre produit dans la main de 200 000 femmes qui vont pouvoir le tester, donner leur avis et potentiellement le racheter derrière. Qu'est-ce que ça a eu comme incidence sur votre chiffre d'affaires quand vous avez fait le partenariat avec Birchbox ? Alors, vous l'avez senti ? Ouais, j'ai pas de chiffre exact, mais clairement, on l'a senti déjà sur les réseaux sociaux. C'est monstrueux à quel point, quand une box arrive chez une cliente et qu'il y a un produit Respire dedans, on l'a vu, on a reçu, mais je sais plus combien, genre des milliers de photos sur les réseaux sociaux de la box avec le petit produit Respire qui est tagué, et surtout beaucoup de retours de la part des clientes sur nos produits. Et ce qui était très drôle, c'est que, bon, comme j'incarne énormément Respire et que parfois ça arrive qu'on me reconnaisse dans la rue, on m'a régulièrement dit « Ah, j'ai testé tes produits dans la Birchbox ». Et ça, je trouvais ça juste incroyable. En fait, c'était des gens qui avaient entendu parler de Respire, mais qui n'avaient peut-être pas osé tester. Et grâce à la Birchbox, ils ont testé et ils ont été convertis. C'est un formidable outil pour une petite marque comme vous. Ah bah, exactement, surtout avec des mini. Je pense que je rajouterais quelque chose que tu disais au début, qui est hyper important. C'est qu'aujourd'hui, la rareté,
c'est l'attention. On est à un scroll de la prochaine photo. On est à une page de la prochaine publicité. On voit beaucoup de publicité à la télé. Et c'est l'attention le problème. Or, nous, grâce à la box, quand elle arrive, il va y avoir 10-15 minutes focus sur les produits et l'attention de la cliente. Elle va prendre son produit dans la main et elle va découvrir le produit, elle va le sentir, il va avoir tous ces sens qui vont être focus, qui vont être vraiment sur la découverte du produit. Et ça, c'est inestimable en termes de médias. Pour une marque, c'est fantastique de pouvoir réserver 3 minutes ou 4 minutes de l'attention de la cliente, et c'est ce qu'on vend à une marque. On leur dit, grâce à nous, vous allez pouvoir aller tous les sens de la cliente et pouvoir découvrir le produit. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous avez lancé récemment Birchbox Analytics. Ça veut dire que la data s'inscrit vraiment dans le cadre de votre stratégie. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Les box qui sont là, ça veut dire que si moi, vous avez analysé ma data avant, vous allez m'envoyer une box spécifique en fonction de qui je suis ? C'est exactement ça. La data, c'est possible, c'est cœur du réacteur chez nous. C'est devenu. Tout est basé là-dessus. Ça a toujours été, dès le début. Pourquoi ? C'est très simple. On ne va pas envoyer un anti-âge à une personne de 20 ans. On ne va pas envoyer un vernis à paillettes à une femme de 45 ans qui nous dit « j'ai pas envie de ressortir de vernis ». Non, mais elle nous lit. Elle nous dit beaucoup de choses, une femme. Une femme nous dit « voilà, j'aime bien ça, j'ai telle typologie de peau, j'ai telle typologie de cheveux. Moi, j'adore le make-up. Par contre, je déteste le hair care. » Bref, elle va nous dire beaucoup de choses. Nous, en fonction de ce qu'elle va nous dire, on va lui envoyer le bon produit au bon moment. Et d'ailleurs, on va lui dire, et surtout, dites-nous, après le test des 5 produits, dites-nous si vous avez aimé le produit, si vous avez aimé la galénique, si vous avez aimé le parfum. Et en fonction de ça, on va pouvoir justement, grâce à notre algorithme, envoyer une box qui va encore mieux fitter avec ce que veut notre cliente. Donc la data, ça a toujours été le cœur du réacteur chez nous. On est la seule box du marché à être personnalisée. Mais alors pourquoi vous êtes les seuls ? Ça doit être trop compliqué. Parce que c'est très compliqué. C'est une usine à gaz. Vous imaginez ça veut que, dire par que vous exemple, envoyez combien de box tous les mois ? Je vous donne un exemple. Cette box-là, donc c'est la box qu'on vend en juillet-août, d'accord ? Cette box-là, on a entre 60 et 80 types de box différentes, en fonction du profil de nos abonnés. Donc en termes de logistique, c'est un enjeu énorme. Et ça a été. Mais pourquoi vous arrivez là où les autres échouent ? Parce que pour nous, c'était une priorité. Pourquoi ? Parce qu'on est les seuls, d'ailleurs, à vendre les produits en format grande taille sur notre site. Or, si on envoie un mauvais produit à la mauvaise personne, on n'arrivera pas à vendre des produits derrière. Donc c'est très important. Donc c'est un enjeu économique. Oui, nous, on n'est pas là pour... on est là pour montrer aussi aux marques que le test produit, derrière, ça débouche sur des ventes. On s'engage avec les marques, on aligne complètement nos intérêts, ce qui n'est pas le cas potentiellement d'autres tests produits. Donc c'est ça qui est important. Et après, le Birchbox Analytics dont vous parliez, on a voulu rendre aux marques l'accès à la data de ce qui se passe chez nous. Donc grâce à Birchbox Analytics... Donc vous les vendez ? Non. C'est complètement compris dans nos prestations. C'est-à-dire qu'une marque qui a mis un produit dans notre box, je ne sais pas, par exemple, je prends cette marque-là, Redken, va avoir accès à un logiciel, un SaaS, pour justement de savoir qu'est-ce qui s'est passé, à la fois en termes de tests produits, quelles sont les typologies de femmes qui ont répondu aux tests produits sur Redken, quelles sont les ventes, quels sont les produits qui vont être rajoutés dans le panier, avec énormément d'éléments qui sont complètement comprises dans l'association qu'on fait avec les marques. On ne facture rien aux marques, entre guillemets. Et surtout les avis avec une note complètement impartiale. Moi, je me souviens, ça m'a vraiment aidé au tout début quand on a lancé les déodorants, la première box qu'on a fait ensemble. J'ai pu avoir une note sur les différents déodorants que j'avais avec les différents parfums. Et c'était complètement impartial. Alors que nous, quand on le fait avec notre communauté, c'est une communauté qui adore la marque, qui est super engagée depuis le début. Donc peut-être que la note peut être un peu plus biaisée par l'environnement et l'histoire de Respire. Vous imaginez que quand on met 230 000 produits dans 230 000 mains, il y a 20, 30 000, 40 000 avis. C'est colossal. Il n'y a aucune boîte qui permet de faire ça pour une marque de cosmétiques. Et ça, on le fournit gratuitement et ça permet d'avoir énormément de data par rapport... Donc, quand on dit qu'on est open data, l'idée, c'est qu'on pense que la data, ça va permettre, in fine, de rendre l'expérience meilleure pour le client. Et donc, si on permet à nos marques de mieux comprendre les clientes en général, mais finalement, tout le monde est gagnant, surtout la cliente finale. Dernière question, la data c'est bien, mais quid du développement durable ? Vous avez des formats travel size, donc c'est pas du tout écologique, des boîtes que vous envoyez tous les mois, ça l'est encore moins. Quel est comment est-ce que vous allez faire pour tenir cette équation un peu périlleuse là ? J'imagine que vous avez des idées. Bien sûr, il y a 2 éléments. Ça doit poser problème à vos clientes quand même. Oui, elle nous challenge beaucoup là-dessus et c'est très bien et on travaille là-dessus. Il y a 2 éléments premiers, c'est à la fois le produit à l'intérieur. Donc aujourd'hui, nous, on a depuis très longtemps développé les produits naturels. Et ça, c'est un point déjà très important. 40% de nos ventes sont des marques qui sont naturelles. Respire en est une et un des leaders chez nous, c'est justement pour ça. Le deuxième point, c'est ce qu'il y a autour, c'est le plastique. Nous, on travaille beaucoup avec les marques justement pour qu'elles s'engagent là-dessus. Nous, on reste un retailer. Donc on pousse les marques
à mieux travailler sur le packaging. On les pousse à être en plastique recyclé, recyclable. On les pousse à être sur du no packaging. C'est exactement pourquoi, notamment, on avait travaillé avec Respire sur le shampoing solide. On pousse sur des formats comme ça. On essaie de les faire innover par rapport à ça. Après, nous, il y a un point important. C'est que certes, on envoie 5 miniatures, mais on envoie 5 miniatures aussi pour qu'elles achètent mieux et qu'elles gâchent moins. Le grand scandale aujourd'hui des cosmétiques, c'est qu'on retrouve avec des produits de 500 ml qui sont utilisés très peu parce que ça a été mal acheté, parce que finalement, on n'aime pas le produit. Il y a beaucoup de gâchis. Donc nous, notre ambition, c'est justement de mieux qu'une personne, quand elle achète un produit sur le digital, elle soit sûre de son choix. On restera là-dessus. Quentin Régros-Belay, fondateur de Birchbox, merci beaucoup. Merci à vous. Justine Hutto, cofondatrice de Respire. Je ne sais pas si on se revoit avant l'été. Non, on se revoit en septembre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. C'était passionnant. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. David Henry, fondateur d'Exotrail. Claude Thérosier, vous êtes la fondatrice de Magic Makers. Bonjour et bienvenue à tous les deux. On va commencer ensemble. David, on va parler satellite et industrie spatiale avec vous, puisque vous êtes le fondateur de cette start-up Exotrail. On fait un peu de pédagogie, puisque tout le monde n'est pas forcément sensibilisé au marché des satellites. Exotrail promet la mini-propulsion de petits satellites. D'abord, qu'est-ce que c'est un mini-satellite ? Et pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui ? Alors, donc, en fait, pour commencer, un gros satellite, ça fait à peu près la taille d'un petit bus. Et alors qu'en fait, les petits satellites sont des satellites qui sont développés depuis une petite dizaine d'années et qui font la taille d'un frigo ou voire même d'un vidéoprojecteur, etc. Et donc, on a en fait divisé très largement la taille de ces satellites. Et en faisant ça, on a pu diviser le prix de ces satellites. Et donc, on a des nouvelles sociétés. Ça veut dire que ça coûte combien un mini-satellite alors à peu près ? L'ordre de grandeur, c'est 1 million d'euros. Donc, c'est quelques millions d'euros ou quelques centaines de milliers d'euros, là où un gros satellite coûte quelques centaines de millions d'euros. Alors, la grosse différence, c'est que vous motorisez ces satellites. Pourquoi et qu'est-ce que ça va avoir comme type de conséquences ? Est-ce que vous allez davantage les contrôler, donc mieux contrôler l'espace, c'est ça l'idée ? Alors en fait, les gros satellites ont accès à de la propulsion. Et là, pareil, nous, on vient miniaturiser ces technologies-là de propulsion pour les amener sur les petits satellites qui, aujourd'hui, en ont pas. Et donc ça permet aux petits satellites, comme vous l'avez dit, de contrôler leur orbite. Et contrôler leur orbite, ça veut dire qu'elles peuvent être lancées moins chères. On peut par exemple prendre une fusée qui va partir pas exactement là où vous avez besoin d'opérer, mais qui va être moins chère. Et ensuite utiliser la propulsion pour aller là où vous avez besoin. Et on peut également éviter les débris, désorbiter le satellite en fin de mission pour éviter qu'il génère des débris lui-même, maintenir les orbites. Donc il y a un enjeu de développement durable. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant ? Alors, l'essor des petits satellites est assez récent. Oui. Donc, pour vous donner une idée, il y avait en 2010, globalement, une dizaine de petits satellites, c'est-à-dire en dessous de 500 kilos lancés par an. Il y en a eu 300 l'année dernière. Donc, c'est vraiment un essor qui est récent. Et donc, en fait, cet essor, il a démarré parce qu'on a pu, dans les petits téléphones, etc., faire des toutes petites électroniques, donc construire des petits satellites. Et puis après, les briques technologiques suivantes, dont la propulsion, ont suivi. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça n'existe pas ou peu. Alors, on a quand même des concurrents, parce que l'essor des petits satellites eux-mêmes est très récent. Alors, vous venez de lever 11 millions d'euros auprès de différentes sociétés de capital risque, donc Innovacom, Carista, Exo Private Equity, etc., etc. À quoi ça va vous servir et comment est-ce qu'on lève autant d'argent sans avoir fait de vol, puisqu'ils n'ont pas encore volé en fait ces satellites? Tout à fait. Alors donc on a effectivement levé 11 millions auprès de ces gens-là et de NCI. Donc on avait levé un premier tour de financement il y a 2 ans, de 3 millions, qui nous a permis globalement de développer une première itération, un premier prototype de notre moteur. Et là aujourd'hui, le tour de série A qu'on fait, ça nous permet 3 choses essentiellement. Donc de continuer le développement produit, à la fois la qualification de nos produits et d'étendre notre gamme de produits, que ce soit des produits hardware ou logiciels, parce qu'on fait aussi du logiciel. Deuxièmement, c'est d'augmenter nos capacités industrielles. Donc de passer d'aujourd'hui, globalement, on produit des moteurs en même temps qu'on les développe et on est à 5 à 10 moteurs par an. Et là, l'objectif, c'est d'arriver à une centaine en 2022 par an. Et puis le troisième élément, c'est de renforcer nos capacités commerciales, globalement, à la fois en Europe et en Amérique du Nord. À qui est-ce que vous allez les vendre? Est-ce que vous les avez déjà vendus, ces satellites? Airbus, Thales? Alors ça répond d'ailleurs à la deuxième question auquel j'ai oublié de répondre, qui est en fait on a pu en qualifiant notre moteur au sol et en discutant avec beaucoup de clients, on a pu en 2020 signer déjà beaucoup de contrats. Donc 2020 c'est notre première année de commercial, enfin de revenus. On a signé plusieurs contrats avec beaucoup des fabricants de petits satellites, par exemple Clyde Space qui est un fabricant, une petite entreprise en Angleterre. Avec l'agence spatiale française, avec l'agence spatiale européenne, avec un acteur en Asie, etc. Donc c'est en fait nos clients pour notre moteur
c'est des fabricants de petits satellites. Donc c'est un peu les équivalents d'Airbus ou Thales, mais pour des petits satellites, en sachant que des grosses entreprises comme Airbus ou Thales s'investissent également sur ce sujet-là, et donc on a des relations avec eux également. Le potentiel de croissance du marché des mini-satellites, il est colossal? C'était 10 petits satellites il y a environ 9 ans, 300 l'année dernière, et ce qu'on attend en termes de prévision de marché, c'est 1 millier de petits satellites par an, en moyenne globalement, pendant les 10 prochaines années. Autre question qui n'a rien à voir, est-ce que vous codiez quand vous étiez petit? Est-ce que vous avez appris le codage? Non, alors moi je codais pas quand j'étais petit, j'ai commencé à coder en cours en école d'ingé. Ouais. En école d'ingé. C'était peut-être un peu tard. Claude Thérosier est avec nous, c'est la fondatrice de Magic Makers, des écoles de codage qui permettent de démocratiser le codage pour les enfants dès leur plus jeune âge. Alors pourquoi tôt? Est-ce que c'était trop tard pour David? Tout à fait. Moi, je me suis fait le même constat que lui, parce que j'ai appris à coder en école d'ingénieur quand j'avais 20 ans. Et en fait, c'est trop tard. Imaginez-vous, si vous apprenez la musique à 20 ans, ou si vous n'avez jamais appris l'anglais, vous apprenez à 20 ans, ça va être dur, en fait. Et vous perdez la plupart des gens. C'est pas trop tard, c'est que c'est particulièrement difficile. C'est plus dur, exactement. C'est plus dur, ça demande plus d'efforts. Et potentiellement, il y a des gens qui n'accrocheront jamais. Alors que si vous commencez jeune et que vous rendez ça super concret, super ludique, là, vous pouvez avoir tout le monde. Magic Maker, c'est aujourd'hui 50 lieux où on peut assister à des ateliers, 6000 enfants inscrits par an. Qu'est-ce que ça représente en termes de masse salariale et de chiffre d'affaires? On est 70 animateurs, on est vers les 2 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est si important de savoir coder aujourd'hui en 2020 en France? Parce que le numérique est partout et parce que c'est pas fini. On peut comprendre le numérique sans coder. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a toujours cette métaphore du mécanicien. On conduit tous des voitures sans comprendre. Mais en réalité, l'enjeu, il y va bien au-delà de ça pour moi. En fait, d'abord, la vérité, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas le numérique. On a un taux d'électronique qui est encore très élevé, mais même parmi ceux qui utiliser n'est pas comprendre. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on va subir des choix qui sont faits par des développeurs, souvent dans la Silicon Valley, ne serait-ce que sur ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, sur la manière dont on communique, etc. Tout ça, c'est pas nous qui choisissons la manière dont ça fonctionne. Mais la plupart des gens n'en ont que partiellement conscience, parce que pour eux, c'est magique, et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, on a des degrés de décision par rapport à ça. Le numérique, c'est un outil extraordinaire. Ça permet d'envoyer des satellites autour de la Terre. Ça permet de décoder le génome humain. C'est extraordinaire. C'est pas si compliqué. Le point de vue de Magic Makers et la raison pour laquelle on enseigne aux enfants, au-delà de juste comprendre, c'est de les transformer en acteurs. Aujourd'hui, on a des enfants qui massivement consomment des contenus, jouent à des jeux, et passent du temps avec des problèmes d'attention, etc. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est tout d'un coup, plutôt que de jouer à un jeu, c'est de créer son propre jeu. Là, on développe sa créativité, on développe sa logique, on développe sa capacité à mener des projets, à travailler avec d'autres, à essayer pour se tromper, des compétences qui sont ultra utiles dans le monde de demain, dont on ne sait pas quels seront les métiers. Et surtout, mon objectif, c'est que aujourd'hui, on est confronté à un certain nombre de problèmes en tant qu'humanité. On parle beaucoup de développement durable, etc. Enfin, on sait qu'on a des défis juste colossaux. La technologie, plutôt que de la rejeter, c'est de se dire comment je peux l'utiliser pour résoudre mes problèmes, comment je peux l'utiliser pour communiquer avec les autres, trouver des solutions, etc. Donc, si chaque enfant, demain, confronté à ces problèmes, il ne se dit pas, j'utilise, il se dit non, mais là, je vois, je pourrais monter une application pour faire ça. Les champs sont infinis pour peu qu'on mette la technologie au service de l'homme et au service de la vie, et pas le contraire. Enfin, le champ a été infini pour David alors qu'il n'avait pas assisté à vos ateliers, et il s'est quand même dirigé vers les satellites. C'était aussi une de mes questions. Comment est-ce qu'on... Beaucoup de codeurs. Oui, mais alors, qu'as-tu fait comme étude? Mais j'ai fait Polytechnique. Bah voilà. Alors, est-ce que tout le monde fait Polytechnique? Donc, effectivement, ça permet de démocratiser certains... Moi, je considère que tout citoyen devrait comprendre et se sentir capable de faire. Et pas seulement ceux qui font des études scientifiques. Bien sûr. Pour le coup, nous, on fait du hardware et du logiciel. Et donc en direct, nous, on a embauché des gens qui avaient probablement codé depuis qu'ils étaient plus jeunes. Et donc effectivement, les bons développeurs sont des développeurs en général autodidactes. Comme je le disais, hein, quand on apprend à 20 ans, bon, il y a ceux qui sont très très bons, mais pour la plupart, c'est quand même plus difficile de devenir un virtuose. De fait, les bons développeurs aujourd'hui sont ceux qui ont appris tout seuls, enfants, parce qu'ils avaient une passion. Nous, on va créer un cadre pour que tous les enfants puissent essayer de manière ludique. Ils s'amusent. Hein. Quand on crée un jeu vidéo, c'est un jeu. Quand on construit son petit robot, on s'amuse. Mais on va créer un cadre pour qu'ils se l'approprient et qu'il y en ait un beaucoup plus grand nombre. Déjà que la plupart voient de quoi il s'agit et se sentent capables de travailler avec des développeurs demain, avec des gens qui font des satellites si nécessaire, etc. Mais il y en a plein qui se disent « mais ça pourrait être pour moi ». Qu'ils l'auraient peut-être pas fait si ça n'avait dépendu que d'eux tout seuls dans leur chambre. Qui est demandeur, Claude Thérosier? Les enfants ou les parents? Les deux.
Les deux, quand vous proposez à un enfant de créer son propre jeu vidéo, je vous assure que vous êtes bien, bien accueillis. Hein. Et après, les parents se préoccupent de l'avenir de leurs enfants. On ne sait pas quels seront les métiers de demain. On sait par contre que le numérique aura une grande part dans ces métiers. Est-ce que vous travaillez avec des écoles de codage, type École 42 par exemple, et surtout avec les écoles primaires, publiques, privées de France et de Navarre? Bien sûr, bien sûr. On a pas mal d'animateurs d'ailleurs qui viennent de 42. On fait des partenariats régulièrement avec beaucoup de gens. On travaille beaucoup avec INRIA aussi. On avait fait un gros programme pour faire des contenus pédagogiques pour les enseignants, pour les animateurs du périscolaire, pour pouvoir diffuser plus largement que juste les enfants qui sont dans nos ateliers. Moi, je crois beaucoup aux synergies avec tout l'écosystème. David Henry, une dernière question, parce qu'on est pris par le temps. Est-ce que vous vous inspirez de ce qui se passe en dehors de nos frontières, notamment du côté américain, et notamment du côté d'Elon Musk? Est-ce que c'est un vivier d'énergie pour vous? Alors, en fait, il y a certaines logiques de développement qui ont été faites dans notamment la SpaceX, duquel nous, on s'inspire volontairement ou involontairement. Donc, c'est une approche du risque qui est différente. Et c'est une approche qui est énergisante. Après, c'est pas de là dont on va tirer notre énergie. Mais par contre, on sait que cette approche-là, qui est différente des approches qui sont utilisées dans le spatial classique depuis beaucoup d'années, peuvent fonctionner. Et donc ça, c'est rassurant d'une certaine façon. Merci beaucoup à tous les deux, David Henry, fondateur d'Exotrail, Claude Thérosier, Magic Makers. Merci à tous les deux. Smart Up, c'est terminé. Merci de votre fidélité. Je laisse la main à Stéphane Soumier qui a interviewé hier Michel-Yves Labbé, fondateur de Départ Demain. Très bonne journée et à demain. Capucine, les voyages, les vacances, voilà pour ce matin et pour ceux qui redémarrent la semaine là au boulot, un peu comme nous d'ailleurs, on redémarre la semaine au boulot. Alors, parce que la question c'est, mais où est-ce qu'on part? Est-ce que c'est blindé partout en France si on part en France? Il y a trop de monde partout? Non, non, nous dit Michel-Yves Labbé, mais tu vas l'entendre alors. Il a toute une histoire, lui, ancien fondateur de Directour, dans l'organisation de voyages. Et il dit que la France va nous offrir des opportunités formidables. Écoute-le. Où est-ce qu'on part quand tout est fermé? Alors, pour l'instant, tout le monde part en France. Mais c'est blindé partout, non? Non. Il y a des... Non, parce qu'il n'y a pas d'étrangers. Ah, il n'y a pas d'étrangers. Moi, je viens de récupérer, j'ai vendu la semaine dernière, et je vais vendre encore là, à partir de mardi, dans les ventes flash, je vais revendre des croisières sur le Rhône, la Seine, le Rhin, qui sont pour les Allemands. Et des beaux bateaux, des trucs magnifiques et tout. Et les Allemands, ils ne viennent pas. Donc les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont donné à nous ces croisières à des prix massacrés. On vend 249 € la semaine en pension complète. Tu restes chez toi. Vive les vendeurs, c'est parti. Ça te coûte moins cher. C'est parti. Ça te coûte moins cher de partir que de rester, tu vois. Donc, ah oui. Oui, ben oui. Ça coûte moins cher de partir que de rester. 249 € une semaine. T'as 14 repas. Il faut diviser. Et alors, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des soldes sur les invendus de toute la France. Oui, bien sûr. Il y a déjà des soldes sur les invendus parce qu'il y a des campings par exemple, il y a des campings qui louent des mobil-homes à des Hollandais, des Anglais, des Allemands qui ne viennent pas. Ouais. Donc, ce marché, même si les Français compensent un peu, bien sûr, mais ils n'ont pas forcément les ouvertures non plus, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ils sont obligés, oui, de brader pour faire venir la clientèle. Alors, en dehors de la France, aujourd'hui, le seul pays qui fonctionne un peu, mais qui fonctionne au quart de ce que c'était auparavant, c'est la Grèce. Mais la Grèce, c'est pareil, c'est avec des prix inimaginables. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai 40 et quelques années de métier, j'ai jamais vu un hôtelier de Santorin me faire 40% de réduction au mois d'août. Ouais. Ça n'existe pas. Habituellement, le type de Santorin, il te regarde comme ça. Et c'est juste qu'il ne faut pas lui amener une bouteille d'ouzo pour avoir la chambre. Ouais. Donc, donc, c'est comme ça. Donc, il y a des prix. Ceux qui veulent voyager cette année, et ceux qui prennent l'audace, je dirais, de voyager, parce que, évidemment, on raconte tellement de trucs et tout, ils vont faire des affaires extraordinaires. Et en plus, ils vont voir des choses intéressantes. Reprenons l'exemple de Santorin. Il n'y a personne, il n'y a pas les croisières, il n'y a pas ces énormes bateaux qui débarquent 3000 mecs tous les matins. Donc, c'est Venise, cool. On peut aller à Venise, là Bien sûr, c'est le moment ou jamais d'aller à Venise. Ouais. C'est ça. C'est génial, Venise. Est-ce que, alors, ton expérience, d'abord, j'imagine c'est un choc comme le tourisme n'en avait jamais connu? Jamais. 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 On en a vécu des crises, mais jamais on a eu ça.
Ça, on est resté 3 mois sans faire un rond. Zéro. Ouais. Zéro euro. Et est-ce que... Il y en a beaucoup qui n'en font toujours pas. Il y en a beaucoup qui n'en font toujours. Ouais, moi, je fonctionne parce que départ demain, c'est en dernière minute. Ben oui. Donc, tout le monde est en dernière minute aujourd'hui. Donc, finalement, chez nous, ça fonctionne un peu. Je fais 30% du chiffre d'affaires de l'année dernière. Mais ça veut dire c'est un miracle. Parce que tu as des process que oui, moi, je suis habitué à la d'autres dernière n'ont pas, minute. quoi. Voilà, c'est ça. Oui, nous, on fait ça, on baigne là-dedans. On est des frénétiques. On reçoit... Je me souviens la première fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit last minute et pas last minute, en fait. Le fameux last minute. Oui, c'est qui, plus la même chose. Mais c'est plus, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est plus la même chose. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des éléments qui vont rester, c'est-à-dire un secteur qui va rester durablement marqué par ce qui s'est passé, des voyages qui vont peut-être... Il y a ça qui s'ajoute à tout ce qui tournait autour de l'avion, il ne faut pas prendre l'avion, il ne faut pas monter dans un avion, c'est mauvais, etc. Et tout. Est-ce que là, il y a ça, pas une... ça gonfle un peu le coût de l'avion, c'est mauvais et tout. Parce que l'avion, c'est 2,5 à 3% des gaz à effet de serre dans le monde. Le digital, c'est beaucoup plus. C'est 5. Et ça va augmenter encore plus. Donc, alors, la petite Greta, elle est gentille, mais elle passe ses journées sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il vaut mieux aller Donc, prendre l'avion plutôt que de rester chez soi à regarder Netflix. En fait, c'est ça le truc. Voilà. Oui, c'est ça parce le bon qu'en calcul. en plus, quand on prend l'avion, on va quelque part, on voit des gens, des vrais gens, on apprend à les connaître, Ouais. et ainsi de suite. Pas des gens, des amis qu'on a sur Facebook et qu'on a comme amis parce qu'ils likent ce que nous, on a déjà liké, et ainsi de suite. C'est Laurent Donc, Magnin, le formidable que tu connais forcément, le bien formidable sûr, patron d'XL Airways, Ouais. bah voilà, qui qui dit que ça rend moins con. Mais oui, voilà. Bien sûr, c'est Voyager évident. rend moins C'est évident. Oui, c'est évident. Mais est-ce que néanmoins, tu ne crois pas qu'il va y avoir quelque chose qui va peser sur le secteur pendant de très nombreuses années, ou qu'au contraire, on va balayer ça? Moi, je ne crois pas. Je crois que dès que l'histoire de la Covid sera passée, vaccin ou disparition du virus ou quoi, je pense que l'année prochaine, si c'est le cas, l'année prochaine sera une bonne année. Les gens auront envie de voyager. Ouais. Ils auront envie de retrouver une bouffée de liberté. Parce que le voyage, c'est aussi de la liberté. Et si on est capable de leur donner... Alors, cette année, c'est normal qu'ils ne voyagent pas. Les familles, ils ont peur et ainsi de suite. On va avoir, je pense que ça va redémarrer un petit peu en septembre, octobre, avec des couples sans enfants, des choses comme ça, qui peut-être partiront un peu plus loin. Ouais. Voilà, Puis on pourra prendre le risque de la quarantaine, parce que c'est le risque de la quarantaine en revenant qui est compliqué quand même, quand on a le boulot à gérer. Mais moi, je pense que ça ne va pas changer énormément de choses. Alors évidemment, il va y avoir le problème de l'écologie, de dire qu'est-ce qu'on fait, mais on peut très bien absorber ce qu'on fait. Donc on peut payer. Moi, par exemple, j'habite dans le Var, je viens toutes les semaines à Paris. Et ben, chaque année, je fais un don à une association qui plante des arbres pour compenser le carbone que j'utilise. Donc on peut faire ça. On peut continuer. Ouais. On est au bout. On est au bout déjà. C'est formidable. Ouais. Ah, bah attends. À bientôt. Ouais. Non, on se reparlera. À bientôt.